Voilà, voilà, me revoilà au troisième essai. On a eu un problème un- et donc a priori, je pense que c'est réglé. Je sais pas, Poussin Tortue et Laura vont me dire, c'est super. Alors, bon, c'est bon. Alors c'est génial. Alors c'est au point. Ah, ouais, elle était trop facile celle-là. Vous savez ce qui s'est passé, c'est il y a 4 heures maintenant, j'ai vu que les éditions du Point me suivaient. Et les éditions Point, avec un S au pluriel, il y a plusieurs points. Il y a entre autres, parce que vous allez voir, je vais parler d'autre chose, mais il y a entre autres une collection que j'adore, c'est la collection Poésie, et qui est dirigée maintenant par Alain Mabancou. Et je découvre, et c'est marrant parce que j'en parlais encore aujourd'hui au libraire, parce que j'ai commencé ma tournée, donc j'étais à Payot, à Cornavin à Genève et puis à Payot à Morges. Et aux deux libraires, j'aurais parlé de la collection Point. J'aurais dit que j'adorais la collection Poésie de Mabancou parce que je trouve que cette collection ouvre vraiment à toute forme de poésie. C'est pas cloisonné. Je ferai pas de comparaison hein, avec d'autres maisons d'édition euh, qui ont des collections poésie, mais où je trouve que ça reste dans une forme de classicisme. Et là, c'est vraiment très ouvert. Alors voilà, euh, j'ai pas été chercher le tout dernier que j'ai reçu parce qu'en fait, dans la, j'ai une librairie qui me garde à chaque fois que ça paraît. Donc je sais que j'en ai un qui vient de paraître. Et, et- et en fait, j'ai toujours la surprise. Je regarde même pas le mail du libraire, je vois que j'ai un point poésie qui est arrivé et je sais même pas l'auteur, je sais pas le titre. Et quand je reviens chez moi, je l'ouvre dans le bus en général et je découvre comme ça. Et c'est toujours des belles découvertes. Voilà. Donc, ben, on va commencer par Saint-Éloi. J'aimerais savoir si vous en avez des points poésie euh, et s'il y a d'autres collections en poésie que vous aimez bien. Mais voilà, on va parler comme ça. Et puis, je vais vous dire aussi point. J'ai pas mis spécial point poésie. J'ai mis spécial point. Parce que pour moi, il n'y a pas que la poésie chez Point. Donc, René Saint-Éloi, nous ne trahirons pas le poème et autres recueils. J'ai le soleil sur le front et ton visage dans ma main. Toutes les mers rouges s'ouvrent à mon passage. Je suis la fille, je suis le baobab. J'ai un pacte avec la route. Les cris déchirés des oiseaux m'accompagnent. Je sais les chouages des vagues, je sais les songes abîmés. Je raconte au sable le cœur pourri des océans. Les azurs gardent l'empreinte de tes doigts. Enfant, tu jouais à ces jeux interdits, tu rêvais de bateaux, de cerfs-volants, tu voulais épouser le capitaine. La mer est toujours cette femme étrange qui marche dans les rêves des poètes. Tout à l'heure, il y a mon amie Jacqueline, j'ai eu au téléphone, et notre ami Jim s'est cassé la figure contre une bûche. Il s'est vraiment pris une bûche, et j'espère qu'il va bien, mais voilà. Et elle me dit, mais fais attention à toi aussi. Je dis, mais t'inquiète pas, je lis de la poésie. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment le remède. La poésie, ça vous sauve, ça, 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 ça fait tellement de bien à tout. Allez, je vous en lis un autre. Donc toujours de Rodney Saint-Éloi. Le désir a besoin d'une halte. L'aimer coule mes cellules. Le temps est facultatif, aléatoire l'identité. Ma parole n'a point de bouche. Je serai lapidaire comme l'horloge. Faisons cause commune. Restons côte à côte, bouche à bouche, au seuil de l'étreinte. Je ne
sais pas si Laura ou Poussin Tortue peuvent mettre les sources. Elles ont déjà été mises hein, sur mon fichier source. Donc ça pourrait être bien de les remettre. Donc voilà, donc celui-ci, écoutez, 8,90 €. Je vous dis pas le prix en francs suisses parce qu'il n'est pas marqué, mais 8,90 €. Franchement, merci Laura. Il y a alors Rodney Saint-Éloi, poète, essayiste et éditeur. Il est né à Cavaillon en Haïti. Il a reçu le prix Charles Biddle qui souligne l'apport exceptionnel de personnes ayant immigré au Québec. Membre de l'Académie des lettres du Québec, il a été promu compagnon des arts et des lettres. Passeur de mots, de forme et de mémoire, Rodney Saint-Éloi est une des voix majeures des lettres contemporaines. Son œuvre, à l'écoute du monde, est une longue traversée des villes et des visages. Nous ne trahirons pas le poème, célèbre la poésie comme moyen de survie. Ah tiens, c'est marrant. C'est drôle. Invoque la femme symbolisée par le baobab ancestral et préfigure la renaissance dans une ville d'eau, de terre et d'arc-en-ciel heureux. La parole de Saint-Éloi, tendre et rebelle, est un véritable baume en ces temps où nos sociétés sont à la quête d'un centre de gravité. Bonjour Sonia. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, jamais j'ai pensé faire un Twitch spécial éditeur. Euh, j'ai pas, je touche rien, hein. Je touche rien, je gagne rien avec ça. Euh, c'est juste, voilà, c'est un éditeur qui me plaît. Et puis, mais c'est une bonne idée en fait de. Je vous ai lu pas mal d'extraits de bouquins des éditions des femmes Antoinette Fouque. C'est possible que je fasse un Twitch comme ça, édition des femmes Antoinette Fouque. Ça pourrait être une bonne idée, ça, de se dire régulièrement. Je ne vais pas fixer une date, euh, mais je pourrais faire un point sur certains éditeurs. Mais avant, il faut que je sorte les livres des cartons, donc ils sont toujours pas sortis. Voilà, je vais changer un peu la lumière. Voilà. Allez, on passe. Alors, c'est vraiment dans un désordre total. Je sais pas si c'est. Oui, ça, c'était pas la collection, c'était pas ma banco à ce moment-là, comme quoi euh, j'ai pas attendu la nouvelle la nouvelle collection, la nouvelle direction de ma banco dans cette collection pour lire des points poésie. Poésie verticale de Roberto Roarros. Traduit de l'espagnol et présenté par Roger Munier. Donc c'est déjà une référence, hein, Roger Munier. Et je trouve ça génial que ce soit sur la couverture, qu'on ait le nom du traducteur. Ça, c'est vraiment chouette. La vie prend sa leçon du mouvement de ce qui ne vit pas, des constances de l'eau, des décisions du vent, des rythmes muets d'une pierre. La vie prend sa leçon des mouvements plus assurés qu'elle. C'est drôle parce que hier je parlais poésie aussi. On avait l'assemblée générale des amis de l'association des amis de Philippe Ramy. Donc effectivement, on a parlé de poésie, des éditions Chênes, etc. Et j'espère que Philippe Ramy va pouvoir être aussi publié dans une maison d'édition euh, comme Le Seuil, par exemple. Ce serait chouette. Le fruit est le résumé de l'arbre. L'oiseau est le résumé de l'air. Le sang est le résumé de l'homme. L'être est le résumé du néant. La métaphysique du vent s'informe de tous les résumés et du tunnel que creusent les paroles par-dessous tous les résumés. Car la parole n'est pas le cri, mais l'accueil ou le congé. La parole est le résumé du silence qui est le résumé de tout. Alors voilà, Roberto Roarros, Poésie verticale. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète. Moi, c'est un poète que j'ai vraiment découvert et que je trouve magnifique. Je me rappelle pas comment je l'ai découvert, par contre. Aucune idée. Mais allez, un petit. Je vais vous lire le quatrième de couverture. C'est pas mal en fait que je vous lise les quatrièmes de couverture. Ils sont faits pour être lus.
Ce volume rassemble un choix de poèmes tirés des recueils 1 à 9 de Poésie verticale, l'œuvre unique de Roberto Roaros. C'est une poésie qui dérange nos certitudes et trouble par ses interrogations répétées. Une poésie dont Julio Cortázar a écrit « Il y a longtemps que je n'avais pas lu de poème qui m'exténue et m'exalte comme ceci ». Et Philippe Jacotet, dès les premiers vers, on entend une voix autre, décidée, tranchante et rigoureuse. Roberto Roaros, né en 1925 à Buenos Aires, mort en 1995, est considéré comme l'une des voix les plus singulières et les plus importantes de la poésie sud-américaine du XXe siècle. Voilà. Allez, un petit dernier. Parce que celui-là, je trouve magnifique. Enfin, les autres aussi, mais... Trop s'attacher à soi-même, c'est gaspiller la substance du monde. Abuser de la lumière et de ses reflets, du libre jeu du regard, du partage des couleurs, et aussi du cœur des ténèbres. Peut-être faudrait-il modérer, réduire l'existence et retenir le pouvoir d'être soi, et que cela nous donne de moins mourir, ou simplement de n'être pas sans fond, comme de pathétiques outres qui n'ont pas su contenir leur vin. Trop s'attacher à soi-même, c'est déranger les figures visibles et barbouiller les invisibles du goudron misérable de nos colères. Il faut s'attacher ailleurs. Là, par exemple, où les lignes reculent, où les mains se gantent pour éviter le toucher sans retour. Ou là, au moins, où nous sentons comment s'use la peau tenace de la pensée, les sécrétions de tous les amours et les semelles métaphysiques de nos ultimes souliers. Il faut s'attacher ailleurs. Splendide, hein? Roberto Roaros. Alors, je vous ai dit que je n'allais pas vous parler que de la collection poésie, parce que, quand même, ce livre-là, il a un peu usé à force d'être lu, d'être relu, mais c'est quand même ma référence, L'homme sans qualité, Musil. Il n'y a rien de mieux. Est-ce que vous savez, j'aimerais bien savoir qui a lu L'homme sans qualité. Et pour moi, c'est le livre majeur. Majeur. Il n'y a pas au-dessus. Enfin, j'ai rien trouvé au-dessus de Musil. Et j'ai trois versions, enfin j'ai 3 fois L'homme sans qualité en 2 volumes, et je l'ai 2 fois dans la nouvelle version, dans la nouvelle traduction de Philippe Jacotet, parce que il commençait à être usé un petit peu. Donc voilà. Et moi, ce que je trouve génial de L'homme sans qualité, c'est qu'on puisse prendre à n'importe quel moment et on est toujours. C'est incroyable ce livre. Je vous prends comme ça. Agathe dit: il me semble que j'ai aimé mes poupées avec plus de violence qu'aucun homme. Au grenier, après ton départ, j'ai trouvé une caisse avec mes vieilles poupées. Qu'en as-tu fait demanda Ulrich. Les as-tu données? À qui les aurais-je données? Je les ai enterrées dans un feu de cheminée. C'est beau, hein, c'est vraiment. C'est c'est vraiment incroyable ce bouquin. Un mauvais mariage rend mauvais les êtres qui ne réussissent pas à s'en libérer. C'est fabuleux. Si vous n'avez pas lu L'homme sans qualité, profitez du moment où les éditeurs de poche vous disent il faut lire des choses légères pendant l'été. Ah non, lisez Musil, profitez d'un moment de libre pour se dire je vais prendre ce livre, je vais découvrir ça, et laissez-vous glisser, cherchez pas l'histoire, cherchez pas euh, cherchez le désintéressement, comme dirait Musil, un vrai désintéressement qui sied à un homme de qualité. Je pense qu'il faut se désintéresser du texte pour le savourer. Il avait fait ainsi toutes sortes d'expériences et il se sentait capable encore maintenant de se jeter à tout moment dans une aventure sans qu'elle eût nécessairement, pour lui, le moindre sens. Simplement parce qu'elle stimulerait son besoin d'activité. Ouais, ça se lit n'importe où, Musil, même dans le lit. On peut ressentir un coup non seulement comme une souffrance, mais encore comme un affront. On peut aussi l'encaisser sportivement, comme un obstacle qu'on ne doit pas laisser vous intimider ou vous entraîner une colère aveugle.
Jadis, l'on avait une meilleure conscience à être une personne qu'aujourd'hui. Les hommes étaient semblables à des épis dans un champ. Ils étaient probablement plus violemment secoués qu'aujourd'hui par Dieu, la grêle, l'incendie, la peste et la guerre. De nos jours, c'est c'est solide pourtant les points solides, mais il a été bien utilisé celui-ci. De nos jours, au contraire, le centre de gravité de la responsabilité n'est plus en l'homme, mais dans les rapports des choses entre elles. Pour moi, Musil, c'est une ligne de philo à chaque ligne. C'est fabuleux, c'est un régal. Voilà, il y a peut-être les syllogismes de Sioran qui me touchent un petit peu comme ça. Euh, voilà, mais allez. Donc, on reprend un peu de poésie avec Rilke. Donc, les élégies de Duino, suivies de les sonnets à Orphée, traduit de l'allemand par Laurent Gaspard et Armel Gern. Voilà, et ça c'est un point qui date de avril 2020. Est-ce que c'était... Non, c'était pas déjà... Ah bon. Non. Alors, je trouve ça génial, la poésie bilingue, moi j'adore. Mais là-bas, dans la vallée où habitent les plaintes, une plainte plus ancienne s'adresse à l'adolescent. Nous fûmes, dit-elle, une lignée importante, jadis. Là-bas, dans les hautes montagnes, nos pères œuvraient dans leurs mines. Tu trouveras parfois chez les hommes une pièce taillée de la douleur primitive, ou encore issue de quelque volcan ancien, des scories de colère pétrifiée. Oui, tout cela vient de là-bas. Jadis, nous fûmes riches. Et avec légèreté, elle le conduit à travers le vaste paysage des plaintes. Elle lui montre les colonnes des temples et les ruines de ces châteaux forts où régnaient jadis les princes des plaintes. Elle lui montre de hauts arbres de chagrin et des champs où fleurit la mélancolie. Les vivants n'en connaissent que le tendre feuillage. Lui montre les bêtes du deuil en train de paître, et parfois un oiseau levé traverse de son vol bas leur regard, inscrivant au large son cri solitaire. Le soir, elle le conduit près des tombes des anciens, Sibylle et prophètes. À l'approche de la nuit, il marche plus doucement, et bientôt, comme si la lune se levait, se dresse devant eux le monument funéraire qui veille sur l'ensemble. Frère de celui du Nil, du sphinx sublime, visage de la chambre secrète, et ils admirent la tête royale qui, à force de se taire, a posé pour toujours le visage des hommes sur la balance des étoiles. Alors, l'écriture des élégies de Duino, débutée entre Venise et Trieste en 1912, fut achevée 10 ans plus tard en Suisse, en même temps que la rédaction des sonnets à Orphée. Dans ses poèmes, la mort n'est plus seulement le fruit qui mûrit à l'intérieur de la vie, mais la face cachée de l'existence, l'autre côté de la nature. Chant nostalgique, célébration de l'enfance, méditation sur l'amour et la mort, ces deux recueils constituent le chef-d'œuvre poétique de Rilke. Né à Prague en 1875, Rainer Maria Rilke, le célèbre auteur des Lettres à un jeune poète, est le plus grand poète de langue allemande du début du siècle. Les Cahiers de Malte, Lauritzbridge, Histoire pragoise et le Testament sont également disponibles en points. Voilà. Allez, je vous en relis un petit. Oh, c'est elle la bête qui n'existe pas. Eux, ils n'en savaient rien, et de toute façon, son allure et son port, son col et même la lumière calme de son regard, ils l'ont aimée. Elle, c'est vrai, n'existait point. Et parce qu'il l'aimait, bête pure, elle fut. Toujours, il lui laissait l'espace, et dans ce clair espace épargné, doucement, elle leva la tête, ayant à peine besoin d'être. Ce ne fut pas de grains qui la nourrirent, mais rien que, toujours, de la possibilité d'être. Et cela lui donna à elle tant de force qu'elle s'en fit une corne à son front, l'unicorne. Et puis s'en vint de là,
blanche vers une vierge, et fut dans le miroir d'argent, et puis en elle. Voilà, Rilke, splendide. Alors, ah oui, alors ça c'était marrant. Ça, l'intégrale des haïkus de Bachot, donc c'est paru aussi en avril 2020. Fils de samouraï, Bachot, 1644-1694, a vécu de son art et pour son art dans un dénuement choisi. À l'âge de 13 ans, il apprend à maître du haïku les rudiments du genre, puis fonde l'école de Shomon. Ses pérégrinations et ses longs séjours dans des ermitages inspireront son œuvre. Il meurt à Osaka après avoir confié à ses disciples La fleur du haïkai et dans la nouveauté. Ce recueil regroupe l'intégrale des haïkus de Bachot en version bilingue. Et traduction, adaptation, édition établie par Makoto Kemoku et Dominique Chipot. Voilà. Il y a même un sous-titre, c'est Bachot, Seigneur Ermite. Voilà. Enfant de les fleurs sauvages de prunier. Enfants de village, ne cassez pas les branches de prunier pour faire des fouets à bœuf. Qu'il est charmant de voir au frais des volubilis un homme décortiquer du riz. On ne doit pas dire volubilis, on doit dire volubili, je pense. Qu'il est charmant de voir au frais des volubilis un homme décortiquer du riz. Le mont Chat. Les neiges du mont, ça et là fondues, lapées par le chat. Ah, la collection, c'est en bilingue comme ça. Allez, encore un peu de haïku. Ces deux haïkus ont été composés quand j'appréciais la brise fraîche à la maison d'un acteur de No, Yuto, à 16. Ride sur l'eau et brise parfumée en rythme. Et le second, le lac. Les cumulonimbus semblent retenir la chaleur. Voilà, Bachot, l'intégrale des haïkus. Et on change de l'un à l'autre, et là on retrouve la collection. Ah ouais, alors voilà. Moi, ce livre-là, pour moi, c'est un exemple de la nouvelle collection de Mabankou, avec cette ouverture à travers des lettres de guerre de Jacques Vacher, l'ouverture à la poésie. Enfin, moi, je trouve ça, d'avoir mis ça dans une collection poésie, je trouve ça extraordinaire, avec des illustrations aussi. Voilà. Donc ça, c'est Jacques Vacher dans le sillage du météore désinvolte, lettres de guerre 1914-1919. « 8 septembre 1916. À Jeanne de Rien. Écrit sur papier blanc à l'encre noire, comporte un dessin. Lettre incomplète. Voilà le dessin. Je n'ai personne à qui parler. Il me semble que je suis exilé dans une contrée prodigieusement lointaine. D'ailleurs, je crois vous l'avoir déjà dit. Je suis à peu près certain de rêver. Je vais me réveiller, et puis au déjeuner, je dirai, figurez-vous que j'ai rêvé la nuit dernière que la guerre était déclarée, etc., etc. Je suis même absolument certain, maintenant oui, c'est évident, n'est-ce pas, de rêver.
Il est impossible qu'en 2 ans j'aie vu tant de choses. Des casernes, des grandes cours carrées où sonnent quelques clairons, des trains, wagons à bestiaux, poussière, des tranchées, des trous, des bosses, des mouches, du bruit, des odeurs horribles, des trous encore, des fils de fer, de la terre dans le cou, une énorme chaleur qui tombe d'aplomb sur le crâne, des nuits prodigieuses, pleines de fusées et d'étoiles, ponctuées d'éclatements divers, grouillantes d'ombres suspectes et de rats familiers mangeurs de cadavres, du bruit encore, des explosions stupéfiantes, des hurlements ignobles, un lit, et puis la vie de bohème, le front encore, des commandements à la prussienne. Quel rêve curieux, n'est-ce pas? Il paraît que je vais avoir une permission vers octobre. J'y pense tantôt avec plaisir, tantôt avec ennui, au point de me demander si je l'accepterais ou, si je l'accepte, si je ne me promènerais pas durant 8 jours en Angleterre, sans prévenir ni voir personne, pour ne rien regretter. Écrivez-moi toujours de longues lettres, comme la dernière. Le bon souvenir de Jack. En ces temps où on parle beaucoup de guerre, 19 décembre 1916, à sa mère. 2 rue d'Erchingham, Armentières, le 19. Chère maman, des nouvelles, enfin, me sont parvenues avant-hier. N'aurais-tu pas reçu les multiples lettres, dont une dernière répétant intentionnellement l'adresse, datée d'ici? Enfin, j'espère que nous avons repris contact. Ici, ces jours-ci, au moins, le calme. J'espère passer Noël ici, à moins que... Je suis au mieux dans une maison dont, naturellement, il ne reste guère de fenêtres, mais épargnée des obus. J'y suis avec un autre interprète, professeur d'anglais très gentil, et nous faisons une petite popote ensemble. Il reste d'ailleurs encore quelques civils, vendant un peu tout, et qui sont vraiment étonnants. Car il ne faut pas oublier que, en nous supposant chez toi à Nantes, les tranchées traversent la place Canclos, et pourtant, à la sortie des boyaux de communication, à moins de 500 mètres, il y a un estaminet, comme ils disent, ouvert. Pourtant, les civils s'en vont peu à peu, et chaque obus en fait fuir quelques-uns. C'est un peu triste, la ville, presque entièrement ruinée et éventrée, et puis pillée, et on traite les interprètes d'embusqués. Un pauvre diable a été tué il y a quelque temps, non loin, sans compter la somme. Enfin, je n'ai jamais été au front, mieux. Je doute que cela dure. J'espère recevoir quelques nouvelles plus récentes et t'embrasse de tout cœur. PS, j'ai reçu une lettre de Sarment qui m'a fait un énorme plaisir, bien que m'apprenant une nouvelle qui m'a fait un gros chagrin. Mon cher ami Hublé a été tué, comme tant d'autres. Voilà. Dans le sillage du météore désinvolte, le titre est splendide. Jacques Vacher. Et ça, c'est dans la collection Maman. Il a paru en février 2021. Je vais juste vous lire un petit extrait de, hop, de Philippe Pijard, qui fait la préface. Lors d'une récente intervention à l'université de Nanterre dans un séminaire sur la mémoire littéraire de la Grande Guerre, où je venais évoquer Jacques Vacher, j'ai constaté dans l'assemblée, féminine exclusivement, qu'aucune étudiante n'avait entendu parler de lui. La popularité du bel indifférent nantais n'est certes pas planétaire, mais on aurait pu penser que, à des étudiantes en lettres, celle de Vacher n'aurait pas échappé. Mais non, le météore désinvolte n'est pas plus connu d'elle que des apprentis astronomes. Certes, Vacher est un artiste dit sans œuvre. Il reste de ce fait hors de portée des radars universitaires, puisqu'il n'y aurait apparemment rien à étudier.
Pourtant, depuis le premier receveur, André Breton, nous avons été un certain nombre, hors de l'université, à signaler le phénomène. Citons Jacques Baron, Guy Debord, Raphaël Sorin, Enrique Villamatas, Jean-Yves Joannet. Longtemps, la légende fut colportée telle qu'elle avait été énoncée par André Breton en 1919 et figée dans l'édition de 1949 des Lettres de guerre chez K éditeur. Des nouvelles tardèrent à arriver, si bien qu'au début des années 1970, voilà ce qu'est devenu la fameuse légende, parvenue à Jean-Michel Ribes. Vacher est un personnage fluet, dandy, diaphane, qui a vécu surtout pendant la guerre. Il vient aux mamelles de Tirésias, habillé en colonel allemand, tirant des coups de revolver dans le plafond quand ça lui chante. Il s'est suicidé à l'opium avec un ami parce qu'il ne voulait pas mourir seul. Voilà en 2 mots. Voilà en effet notre jeune héros, revu en mirliflore, germanophile, caractériel et pétochard. Heureusement, à partir du milieu des années 1980, une poignée de chercheurs passionnés ont apporté de sérieuses mises à jour. Alain et Odette Virmaux d'abord, puis Michel Carassou, ont éclairé les années séminales où Jacques Vacher collabore à des revues créées avec ses camarades du Grand Lycée de Nantes. Quelques années plus tard, le travail extraordinaire de Georges Sebag a révélé les lettres aux parents et celles adressées à Jeanne de Rien, la jeune marraine de guerre et amie de Vacher. Ces contributions décisives ont assurément permis de se faire une idée plus juste de Jack. C'est ainsi qu'il signera l'essentiel de ses lettres. J.A.C.K. Mais les mythes ont la peau dure, surtout quand ils ont été tannés par André Breton, imperméabilisés par ses lieutenants et qu'ils continuent à être désirés même par ceux qui cherchent à révéler le corps qu'ils emprisonnent. Car c'est l'étiquette. Dandy des tranchées qui reste collé sur l'emballage de la figurine Jacques Vacher. Regardons de plus près. Dans sa petite vitrine, il est tiré à 4 épingles. Il porte une canne de jonc et à l'œil un monocle. Que dis-je? Une soucoupe. C'est pas la photo qu'on a ici. Il porte pas de soucoupe. Ses brodequins sont maculés et il tient entre ses doigts interminables une cigarette anglaise. Dans l'autre main, un carnet refermé sur un chicot de crayon. Le tout est présenté dans une manière de diorama en carton, figurant une tranchée et un bout de ciel taché d'explosion. Appuyez sur le bouton pour entendre les bruits de la guerre. Bien sûr, l'image est tentante. Cette figuration très pop du personnage veut montrer qu'il y a dans la relation à Vacher quelque chose de régressif. La galaxie hilarienne, entendez par là tous ceux qui se passionnent pour Tristan Hilaire, alias Jacques Vacher, serait-elle une société de grands enfants qui tiennent fébrilement dans leurs mains le petit soldat idéal? Le corps où s'annulent toutes les contradictions, oppositions, où peuvent coexister le masculin et le féminin, la guerre et la paix, la gymnastique et la poésie. Nous reviendrons à ces considérations et tenterons un pas de côté devant le dandy à semelle de boue. Mais reprenons d'abord la genèse de notre relation à Vacher. Peu de mots suffisent, parfois c'est une phrase. Pour ma part, ce fut « Je suis assez mal portant, vis dans un trou perdu entre des chicots d'arbres calcinés, et périodiquement, une sorte d'obus se traîne, parabolique, et tous. » Voilà. Donc si vous ne connaissez pas Jacques Vacher, voilà, je ne sais pas, voilà, il y a la référence que Poussin Tortuel. Alors, Thomas Vino, alors c'est marrant parce que mon amoureuse m'a offert un Thomas Vino hier que je ne connaissais pas, qui regroupe 3 titres. Et il est à l'autre bout de la maison. Maintenant, il faut que je fasse des kilomètres pour aller, pour aller chercher un livre. Enfin, à part ceux qui sont dans la galerie, mais sinon, avant, je faisais 3 pas et j'étais dans la chambre. Là, il faut que je prenne mon vélo pour aller dans la chambre. Non, je rigole. Donc Thomas Vino, on a plein d'ouvrages de lui parce que c'est un auteur qu'on aime beaucoup et qu'on a beaucoup lu à voix haute. Et juste après la pluie, celui-ci est apparu en septembre 2021. Songez certains dimanches de grand vent, plein de poussière et de lumière, à s'ouvrir le ventre du sol au plafond pour aérer à l'intérieur. Comment ça, je suis crâneur? Bonsoir, Jacqueline. Je pense à la chaleur qui tisse la parole autour de son noyau, le rêve qu'on appelle nous. Ouais.
C'est beau. Jacqueline, je vous le disais tout à l'heure, j'avais eu au téléphone, je ne savais pas qu'elle serait là. Je disais que ça peut aller que bien quand on lit de la poésie. Avec ce toucher vif et vibrant dont il a le secret, Thomas Vino nous offre en quelques 230 poèmes une histoire qui écope la tempête, les nuages et les mensonges, pour que seul reste l'essentiel. Sans grand geste, en toute simplicité, le poète croque le quotidien, s'interroge sur notre présent, illustre notre condition humaine. Juste après la pluie est un livre d'usage et de combat pour tous les jours. Thomas Vino est né en 1978 à Toulouse et habite aujourd'hui dans le Luberon. Il est l'auteur de plusieurs recueils de poésie et romans, dont le très remarqué Ici ça va. Il écrit également des albums jeunesse et des nouvelles. Deux braises. Au cœur de mes silences, de mes sourires gênés, de mon indifférence, brillent deux minuscules braises, qui sont comme les yeux d'une bête camouflée. En leur cœur, ces deux braises, deux planètes, deux soleils, deux forêts dévastées. En leur cœur, ces deux braises, l'ange, le rire sauvage de l'obscurité. L'ange, le rire sauvage de l'obscurité. Cette expression que j'aime pas du tout. Je dis ça, je dis rien. Je trouve ça. Enfin, je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Je n'ai rien contre l'horizon, mais je ne suis pas sûr que soit très saine cette prétention à toujours vouloir être devant. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, sous les lignes à haute tension. On balade nos déglingues sous les lignes à haute tension. On fait pisser nos rêves à la laisse comme des chiens. Et la lune est en ciment. La nuit, les bêtes se moquent dans les lumières bleues de nos sauvageries d'esclaves. Le lendemain, l'or brille moins que la rosée sur nos cadavres. Et des enfants se lèvent encore pour dessiner des peintures de guerre sur leurs visages tout barbouillés de nos renoncements. Sous les lignes à haute tension. Voilà. Thomas Vino, juste après la pluie. Et puis, je vais faire une petite exception, puisque Jacqueline est là. On va prendre quelque chose qui est autre que Point Seuil. Mais on va pas s'éloigner beaucoup. On va aller sur les éditions de minuit. Donc, édition de minuit et Seuil, il y a quand même une histoire commune. Et ce livre-là est signé Jacqueline. Enfin, est signé Francis Janson, mais c'est un petit cadeau de Jacqueline. À tous ceux qui partagent déjà notre lutte et qui auraient mérité un meilleur porte-parole. À ceux et à celles, tout particulièrement, qui sont aujourd'hui emprisonnés, quand j'ai l'injuste chance de ne point l'être encore. À mon frère Georges Arnaud, qui a payé pour notre liberté d'expression. Et à tous nos camarades algériens, je dédie ces pages en signe de gratitude et de profonde affection. Ce petit livre est écrit dans des circonstances un peu particulières. Je ne me dissimule pas qu'il risque fort de s'en ressentir. La disparition accidentelle, il y a 3 mois, de tous mes documents de travail, la nécessité de paraître avant l'été et l'obligation que je me suis trouvé de m'occuper de toute autre chose jusqu'à ces derniers jours, telles sont les explications, sinon les excuses, que je dois fournir au lecteur pour les lacunes et les imperfections de tous ordres qu'il ne manquera pas d'y rencontrer. En prenant soin de l'en prévenir, je ne cherche nullement à ménager ma vanité d'auteur. Je ne songe qu'à mes responsabilités sur le plan politique, à toutes les maladresses qu'une rédaction hâtive, jointe à la très probable impossibilité de me relire sur épreuve, accumulera sans doute à cet égard dans les pages qui viennent. Je connais aussi ma véhémence naturelle, surtout en ces matières dont je n'ai jamais pu traiter avec sérénité. Alors, on va pas. Ça commence par le fait qu'il faut bien déblayer le terrain. Et je vais vous prendre un autre passage. Je vais vous prendre ce petit passage-là que j'ai lu l'autre jour. Voilà. Une Algérie hostile à la France, c'est un Maghreb hostile à la France. Et c'est une Afrique noire hostile à la France. C'est la coupure radicale
entre notre vieux continent et le nouveau monde africain. C'est l'asphyxie. Enfin, pour une Europe repliée sur elle-même et condamnée à la stagnation, c'est-à-dire à la décadence, quant à nos rêves de grandeur. Car il faut voir que tout se tient vraiment. Si une relative indépendance a été rapidement accordée à la Tunisie et au Maroc, c'est que la situation était explosive en Algérie et qu'il devenait urgent de neutraliser les deux ailes du Maghreb. Si les peuples noirs n'ont même pas eu à prendre les armes pour conquérir la leur, c'est que la France ne pouvait s'offrir le luxe d'avoir bientôt à disperser à travers toute l'Afrique 500 000 hommes que la seule révolution algérienne suffisait à mettre en difficulté. Qu'on le veuille ou non, l'Algérie est au centre de tout et son influence ne cessera de s'accroître sur tous les aspects essentiels de la décolonisation africaine. Si les Algériens réalisent chez eux une forme originale de socialisme, tous les peuples d'Afrique y verront la confirmation décisive d'une telle possibilité et seront plus que jamais enclins à la réaliser pour leur propre compte. Si à l'inverse l'Algérie se voit contrainte de jouer sans réserve la carte de l'Est, c'est l'Afrique entière qui basculera et qui s'ouvrira, par la brèche ainsi créée, à un socialisme d'importation. Ce sont là de simples évidences. Et donc c'est un livre qui est daté de 1960, deuxième trimestre 1960, et qui s'intitule Notre guerre. Voilà, c'était le petit clin d'œil Seuil minuit à Jacqueline. Voilà. Dans cette période troublée, je pense qu'il faut faire aussi référence à l'histoire. J'entends tellement d'absurdités et un manque de conscience politique, mais aussi un manque de savoir politique, que ça me désespère un peu. Alors, effectivement, la poésie est là pour nous aider, mais on a aussi des auteurs qui sont là. Relisez, on reprend Minuit, la question Honoré Alleg sur la torture en Algérie, c'est vraiment des textes essentiels à lire. Et peu importe, on a besoin de savoir, on a besoin d'entendre. On a besoin d'entendre la poésie, on a besoin d'entendre aussi l'histoire. Alors, je sais pas comment ça se prononce, je dirais Sion, S-J-O, ou comme ça, N. Et autres recueils inédits, le chant du collectionneur de pierres et autres recueils. Et là, c'est marrant parce que sur la couverture, il n'y a pas le nom du traducteur. Bah alors, point Seuil, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas de place. Mais il est derrière. Traduit de l'islandais par Catherine Ejjolfsson et Séverine Daucourt. Et ça a apparu en mai 2021. Je trouvais ça très très joli. Un petit coup de café, santé. Je me trouve en Islande. Je meurs d'envie de rencontrer eux. Je l'appelle, et c'est sa mère qui répond au téléphone. Elle me dit qu'il a la grippe et qu'elle ne veut pas le déranger. Je rappelle un peu plus tard. Cette fois, c'est H qui répond et me dit que E est en train de dormir. À ce moment-là, E se réveille et vient au téléphone. Il n'est pas en forme et somnole dans un fauteuil dans la salle de séjour. Je le force à se lever et l'entraîne dehors prendre un café. Au café, il y a un rouquin qui y travaille et qui lit les pensées. Il fait ça, le sourire aux lèvres, me dit ce que j'avais l'intention de commander avant que j'aie eu le temps d'ouvrir la bouche. Quand je paie, il se surpasse en disant, je sais pas comment dire, Ayneb Ikrem. Je sors sur la terrasse avec une goutte de whisky pour eux et retourne à l'intérieur chercher le café. Quand j'essaie de verser dans une tasse le café de la cafetière électrique, je trouve le moyen de tout saloper. Avant que j'aie pu me rendre compte, j'ai renversé de la farine et enfoncé 2 choux à la crème dans l'une des tasses. Le rouquin n'est pas aussi sympa cette fois-ci et se plaint de moi à son père, mais j'arrive quand même à la fin à sortir avec 2 cafés. Il me semble alors que a changé de place et est assis à une table un peu plus haut dans la rue. J'y vais avec les tasses, mais je ne le trouve pas. Je me trouve en haut de la colline d'Otsulint. Sur ma route, il y a une grosse femme portant une ample chasuble noire. Il me semble qu'elle est finlandaise et versée dans la littérature allemande d'avant-garde du temps d'avant les dadaïstes de Cologne.
Je suis soucieux à présent, et j'ai mauvaise conscience de laisser eux m'attendre. Le chemin du retour est compliqué, et je me perds dans le quartier de Tingold. Le soir tombe, je me représente eux à la terrasse du café. Il a l'air sombre. La Finlandaise s'est jointe à moi et me dit quelque chose sur la route à prendre. J'ai trouvé très amusant la manière dont c'est écrit. Je vous le fais voir parce que euh, regardez la ponctuation. Hop, je vous fais voir. La ponctuation. En fait, après les points, c'est toujours des minuscules et ça donne un rythme totalement différent. C'est marrant, hein. Moi, j'aime bien aussi ce travail sur la typo. Je trouve que c'est vraiment très très important dans la poésie. Et euh, un deuxième petit texte. Discours de moineau. À l'Alhambra, sur le rebord de la fontaine, au lion, rien ne soumettra sa loi. Les petits oiseaux, sauf cette lumière torride qui contraint le vol des insectes. Je suis assis dans la résidence d'été de Garcia Lorca, devant son bureau de poète. Aura palpable venue du lointain m'envelopper comme la lune qui de sa lueur exalte les cœurs. Le moineau crispe ses phalanges en mourant. La poésie des nuits est la plus ardente. Voilà. Alors, Sion, je sais pas. Quand la puce et la baleine bleue se rencontrent dans l'encyclopédie, elles ont la même taille. Quand les couleurs disparaissent des étendards nationaux, la terre se met à flotter. Avec le lyrisme, l'humour et la finesse qui caractérisent son œuvre, il convoque ici la nature sauvage de l'Islande, la trivialité des corps, l'absurdité de la réalité ou encore l'univers fantastique des rêves. Jouant avec virtuosité sur la forme et l'espace, il nous plonge dans une étrange poétique, tout aussi belle qu'inquiétante. Né à Reykjavik en 1962, c'est un poète et romancier parmi les plus reconnus de la littérature islandaise contemporaine. Il est également parolier pour Björk et a signé les textes de la comédie musicale Dancer in the Dark de Lars von Trier. Ah ben voilà, je ne savais pas tout ça, je n'avais pas lu en fait le quatrième. Alors, remarquez si c'est quand même marqué en gros. Hein. J'avais pas lu la couverture. Mais si... voilà. Alors, Alain Weinstein, le désir que j'ai. Et alors, là, j'avoue que je suis loin d'avoir fini parce que c'est vraiment un recueil très vaste. Mais en fait, j'ai piqué dedans. Souvent, les recueils de poésie, j'aime bien les prendre à partir du début et puis après piquer dedans. Et celui-ci, il n'y a pas très longtemps, je l'ai paru en septembre 21. Celui-ci, j'ai vraiment voulu découvrir en fait cette poésie que je ne connaissais pas du tout. Je suis un ignare hein, parce que Alain Weinstein est quand même quelqu'un de connu. Mais j'avais entendu parler, mais je ne connaissais pas, j'avais jamais lu. Et je me suis dit, j'ai envie de découvrir d'abord la forme de poésie. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que ce soir, il va être sur ma table de nuit. Voilà. Et je vais le prendre du début. Sur la piste. Je dois être à la hauteur. Même à genoux, je danserai. On peut ouvrir toutes grandes les portes. Pas de risque que je m'évade pour retrouver la nuit noire et ses dents acérées. Sans prendre le temps de m'éponger le visage, je balance les bras d'avant en arrière, avant de les laisser retomber le long de mon corps et me frayer un chemin dans la foule des danseurs, tel un marcheur luttant contre les vents contraires. Il s'agit d'arracher à chaque instant sa promesse de magie, de mettre le temps à nu comme le fil d'une lame, de la même façon que dans les cirques qui me disaient la vie de l'enfance, les artistes me faisaient sursauter à m'en décrocher le cœur avant de me ramener dans le présent. À la manière de Fred Astaire, je bats le sol de la pointe du pied et obtiens un son rythmé semblable à celui des tam-tams. Puis je saute en écartant les jambes, marche sur la pointe des pieds, me balance sur une seule jambe, avant de traverser la piste en courant,
et en sautillant en l'air par double et triple sauts. À première vue, je me taille un petit succès. Les danseurs se rangent sur le côté pour me regarder danser dans les torsades de lumière. J'ai l'impression non seulement de vivre pleinement ma vie, mais de lui ouvrir des voies à n'en plus finir, toujours plus inattendues, jusque dans la poussière, soulevée par mes mouvements. On a l'impression d'être avec lui, de bouger comme ça. Jour, heureux d'être là, les yeux grands ouverts, pouvoir respirer, délier les nœuds de la peur. Encore une fois ou deux, un jour de plus, pouvoir se dire encore un jour de plus, puis un autre jour encore. Ce jour-là. C'est arrivé comme si je n'étais pas là. De toute façon, je ne suis pas du métier, je ne cherche pas à briller dans un rôle. J'ai l'oreille du chant et je l'arrache à la nuit. En un mot, je mets des vibrations en résonance sympathique. C'est tout sauf de la poésie. Allons-y, tout ira bien. Je brûle du désir de chanter. Je n'ai plus en tête que ce seul but. Chanter à pleine voix, en vue de ce qui m'attend. Ne plus vivre que pour l'absolu du chant. Disparaître dans la facilité qui m'émerveille. Inutile de forcer la voix. La main de mon père sur le front, je laisse s'échapper la colonne d'air. Je chante dos au mur. Mon père pousse avec son poing sur mon ventre pour m'aider à entraîner les poumons et donner de longues phrases sans être à court de souffle. Nous devons tout faire, tous les deux, pour éviter que la voix ne parte en arrière et blanchisse. À vrai dire, je chante pour lui, de bouche à oreille. Je chante pour lui, muet comme une tombe. Et pourtant je l'entends. Je suis avec toi. Comme si, contre toute attente, le rideau s'était levé sur la scène où je ne joue pas, trop occupé que je suis ici, à vivre une vie, à ne rien vivre. Alain Weinstein, le désir que j'ai, en m'abandonnant à la danse dans le cercle de papier, je ne serais pas condamné à mordre la poussière, chaque jour que Dieu fait. Les trois œuvres réunies ici pour la première fois, le développement des lignes, voix seule et scène tournante, n'en forment en réalité qu'une seule. Aussi, entre la poésie et le récit, l'auteur y déploie de nouvelles cosmogonies intimes, brisant les lignes du roman. Alain Weinstein est l'auteur d'une œuvre poétique importante, lauréat du prix Mallarmé, du prix de la langue française et du Grand Prix de l'Académie française. Il a aussi écrit des romans et a été longtemps une voix emblématique de France Culture dans Nuit magnétique, devenu en 1999 Surpris par la nuit, puis dans Du jour au lendemain. Voilà, Alain Weinstein, le désir que j'ai. C'est marrant, ma pile monte. Je ne sais pas si vous la verrez. Allez. Alors, c'est très amusant. En fait, ça, c'est toujours dans la collection. C'est en point, mais je ne sais pas si c'est en point poésie. Peut-être pas. Mais c'est de la poésie. De la poésie bilingue. Mais non, ça n'a pas l'air d'être dans la collection poésie. Mais regardez le format. C'est pas tout à fait le même. Hop, voilà. C'est un format plus grand. C'est un beau format, je trouve. J'aime beaucoup ce format. Ça, c'est un bouquin qui est sorti en mai 2016. Dino Campana, chants orphiques et autres poèmes. Poèmes choisis, présentés et traduits de l'italien par Irène Guéraud et Christophe Mileschi. Ah, mais voilà, Christophe Mileschi. Un traducteur que je connais. Alors. Image du voyage de la montagne. Lors que dans la sourde lutte nocturne, la plus puissante âme seconde eut fracassé nos chaînes, nous nous éveillâmes pleurant, et c'était l'azuré matin, comme ombre de héros vogués, de l'aube non ombre dans les purs silences, de l'aube dans les pures pensées, non ombre, de l'aube non ombre, pleurant, jurant nous foi à l'azur. Pareil la femme qui se tient assise, pâle, jeune encore, au-dessus de la rampe ultime auprès de la maison antique. Au-devant d'elle, incertaine, se dénouent les vallées, vers les solitudes hautes des horizons.
La gente d'âme chenue entend le coucou qui chante. Et le simple cœur éprouvé dans les années aux mélodies de la terre écoute paisible les notes. Les notes parviennent, continuent, ambiguës comme un voile de soie. De forêt obscure, le torrent sort, et en torpide tourbillon, le cirque de roches lèche et enveloppe aérien bleuté. Et le coucou coule plus lent, de notes voilées dans le silence azuré. Le coucou coule plus lent, de notes voilées. C'est beau. Tour d'Italie à bicyclette. Premier à la ligne d'arrivée de Maradi. Depuis la haute pente abrupte, dévalant comme mouvant dans le chaos d'un tourbillon, comme un cri mouvant du tourbillon, comme le nocher du cœur irrassasié, bolge de roches alpestres, cris de tourbe ranimée, vie première de tourbe en ivresse, un corps cuivré depuis le tourbillon se donne à la terre d'un lancer léger. Aussi de vertige, le silence dedans, la muette catastrophe des roches ardentes d'alentour. Toi, tu bondis, un élan fuyant, fuyant, dans le palpitement indompté. Un cri frémissant depuis les milles qui rugit et disparaît avec toi. Bondit une tourbe en chasse, se dénoue, se renoue. Une tourbe vole, une tourbe en chasse. Dionysos, Dionysos, Dionysos. Ah, c'est magnifique. Dino Campana, chant orphique, un coup de cloche argentin et doux d'éloignement, le soir. Dans la petite église solitaire, à l'ombre des modestes nefs, moi j'étreignais. Elle, aux chairs rosées et aux yeux embrasés, fugitifs, des années, des années, des années fondées dans la douceur triomphale du souvenir. Tout en s'inscrivant dans la grande tradition italienne, Dino Campana, 1885-1932, ouvre la modernité littéraire en Italie. Son unique recueil, Conti Orfici, 1914, retrace de manière fulgurante un parcours existentiel et poétique dans lequel les époques, les lieux, les perceptions sensorielles, les expériences de lecture et de vie se mêlent, s'entrapellent et se confondent. Est donné ici pour la première fois en français un choix supplémentaire de poèmes permettant d'apprécier la variété des thèmes, de la vision et de la langue de Campana, capable de versification classique comme des plus extrêmes distorsions. Voilà. Allez, je refais une petite incursion dans les livres de Jacqueline avec qu'est-ce que je peux prendre. Ça, c'est Le secret professionnel de Jean Cocteau. Alors, c'est tout un essai en fait sur la poésie, qui est hyper chouette. Le poète ne peut employer un seul langage, ou plutôt un seul degré de cuisson. Un préjugé moderne faisait regarder de travers le poète qui, pour un article critique par exemple, se départissait d'ésotérisme et ne confondait pas l'objet avec le catalogue. Or, comme les beaux édifices, une œuvre doit offrir à l'œil des haltes, des surfaces plates, un décor sommaire alternant avec les motifs par quoi l'architecte s'affirme. Les divagations de Mallarmé, écrites sur le même plan que ses poésies, ne les mettent en valeur que par leur infériorité. On ne se repose pas des unes dans les autres. Pour nous qui savons déchiffrer cette prose couramment comme les étudiants d'Oxford traduisent le grec, il ne reste que fanfreluche. Il nous semble entendre une précieuse de grande beauté. Cataloguons stupidement les ouvrages en ouvrages prospectus, alambic, liqueur. Ces trois stades ne peuvent offrir le même aspect. Prenons comme exemple du premier un manifeste, une préface, du second un livre de critique, du troisième des poésies, un roman. À notre époque où la simplicité s'impose, mais une simplicité neuve, riche des raffinements précédents, où toutes les couleurs tournent si vite que du blanc résulte et déroute l'œil habitué à jouir des bariolages, chacun trouve son affaire dans le prospectus. Le lecteur l'adopte parce qu'il prend les mots, simplicité, dessin, ligne, contour, franchise, dans le sens qu'il souhaite et les applique à ses plus laides amours. Il touche du bout des doigts herbes et alambics qui l'effrayent un peu et recrachent la liqueur avec dégoût. Elle n'a aucun rapport
avec ce qu'annonce le prospectus. On le trompe, on se moque, on triche, il y a mal donne, enfin, on lui vole 7 francs. Bon, Poésie Seuil, vous n'allez pas être volé. Moi j'adore Cocteau, ça me fait penser aussi à Aragon. Euh, c'est cette période où il y avait vraiment des critiques littéraires qui osaient dire les choses. C'est génial. J'aimerais lire. Dites-moi si vous connaissez des critiques comme ça qui existent encore. Moi, j'aime bien les critiques littéraires dans certaines revues, certains journaux, certains blogs, mais ça manque ce petit piquant. Est-ce qu'on n'a plus le droit d'être piquant comme ça, sinon on se fait attaquer, je sais pas. Mais c'est bien dommage parce que c'est quand même chouette. Allez, j'ai pas fini, hein, il y en a encore. Allez, on va terminer, mais je serai obligé de continuer. Hein, je referai un deuxième point. Je pourrais pas faire autrement. On va terminer par Sophie Oksanen, Une jupe trop courte, récit de la cuisine. Voilà. Et c'est traduit. Alors, pourquoi il y en a certains où il y a le traducteur dessus et d'autres à l'arrière. Pas possible ça. À la Mabankou, il faut faire quelque chose. Il faut remettre les traductrices et traducteurs devant. C'est un rôle important. Un rôle d'écriture. Traduit du finnois par Sébastien Cagnol. Je vous lis le 4e de couverture d'abord. La nuit, je regarde ton cou et je veux le serrer comme tu voulais m'étrangler par terre dans la cuisine. Tel un journal de la condition féminine contemporaine, les textes de Sophie Oksanen donnent à voir les violences conjugales dans tout ce qu'elles ont de plus cru, pour mieux les dénoncer. Adoptant un ton volontairement féroce et teinté d'humour noir, l'auteur fait la lumière sur les injustices quotidiennes que subissent les femmes. Elle renverse l'image récurrente de la femme victime, laissant place à l'idée de vengeance, le bras armé d'un couteau de cuisine. C'est un cri saisissant, habituellement étouffé, qui résonne ici, haut et fort. Née en 1977 d'une mère estonienne et d'un père finlandais, Sophie Oksanen s'est rapidement imposée comme une auteure majeure de la scène littéraire internationale. Son 3e roman, Purge, a été couronné en France par le prix du roman Fnac 2010 et le prix féminin étranger 2010. Est-ce que quelqu'un a lu Purge? Jamais entendu parler. Ces livres sont traduits dans plus de 50 langues. Je ne sais pas chez quel éditeur c'est. Allez, on y va. J'aime bien terminer par ce genre de livre, de texte. Donc c'est un chapitre qui s'intitule « Toujours quelqu'un d'autre que moi ». Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi je suis revenu chez toi? Pourquoi je suis revenu dans ton lit? Pour une nuit sur la table de ta cuisine? Pour une nuit par terre dans ton entrée? Pour une nuit? Pourquoi je t'ai laissé entrer en moi? Pour une nuit? Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi je t'ai laissé m'amener dans ton lit? Pour une nuit? Encore une nuit? Je voulais encore pour une nuit. Pourquoi je me suis fait ça? Après des mois, après des années, quand tout était aussi fini que possible, quand il n'y avait plus de souvenirs, quand il n'y avait plus rien à chercher, dans la bouteille, dans les rues, dans Callio, quand tout allait déjà bien, pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi j'ai jeté mes chaussures sur ton plancher, ma jupe, mon chemisier, mes bas? Pourquoi j'ai tout jeté sur ton plancher, tout ce que j'avais eu le temps d'empiler sur moi? Pourquoi je me suis fait ça? Pourquoi je me suis fait ça? Et le matin, j'ai filé chez moi, pieds nus, sans bas. Le tapis de sol du taxi, froid sous les pieds, froid le simili-cuir, froide la radio du matin, froid le lever du soleil, froid les vaillants matinaux, le trafic matinal sur l'avenue Mannerheim. Alco est déjà ouvert. À l'entrée, je sens encore ton odeur sur ma peau. Le réseau de magasins publics Alco a le monopole de la vente d'alcool en Finlande. Tu bois trop bien. Il y a toujours une soirée quelque part, toujours un parc et des packs de bière quelque part, toujours un bar quelque part, quelqu'un d'accueillant qui sourit, toujours quelque part quelqu'un d'autre que moi.
il y a toujours une nouvelle meilleure amie quelque part, il y a toujours une avant-soirée, une après-soirée, toujours quelqu'un qui t'appelle et t'invite parce que tu bois trop bien. Personne ne boit aussi bien que toi. À après-soirée, quand les bars et les alcools ouvrent, tu es très belle à 2 grammes. Même à 3, tu n'oublies pas de dire pardon et merci. À 6 heures, comme le temps passe, j'ai perdu une chaussure et je quitte en boitant l'après-soirée. Tu continues, tu continues, chemisier blanc, col propre, tu es belle, toujours bourrée, plus belle que jamais à 2 grammes, belle, toujours bourrée, et dans d'autres mondes. Il y a toujours une soirée quelque part, toujours un parc, et des packs de bière quelque part, toujours un bar quelque part, quelqu'un d'accueillant qui sourit, toujours quelque part, quelqu'un d'autre que moi. Alors, une jupe trop courte, récit de la cuisine. Alors, un texte vraiment important et génial qui soit dans cette collection poésie dirigée par Mabou. Alors, il y a un truc que je vais faire, parce que on va terminer par le seuil, puisque c'est point seuil, et que la statue de Condillac retouchée, bien sûr. Donc, je reprends pour les personnes qui savent pas ce qui se passe. En fin de Twitch, à chaque fin de Twitch, je vous lis un petit passage de ce bouquin qui me bouleverse à chaque fois que j'en lis une ligne. Un petit peu comme je vous ai dit tout à l'heure pour Musil, L'homme sans qualité. Voilà, je trouve que c'est des ouvrages majeurs. Et il a été publié au Seuil. Il a été publié en 1973. Que violent et suisse, on va dire 73. Anne, femme du maître, se résume au rouge clair de ses menstrues. Figure inutile. Où serait l'idéologique? Sinon, quant à mes droits, figurant pour mes droits, l'idéal d'un statut où celle-ci prétend se hausser, où elle s'imagine que son besoin serait rempli. Anne, avivant ce besoin, mettant au cru l'aliénation, bon chapitre. Maîtresse ou pas de Guillaume, mais cela est sans rapport. Je ne vois pas Guillaume faisant un chapitre, figure du tort absolu qu'on lui a fait. Les enfances Guillaume, l'hésitation tétanisée, le mot d'autrui. Comment le flux s'en réduit à la figure d'une figure pour se relancer? Ne pas le laisser faire. D'ailleurs, Guillaume est une figure inutile. Il ne faut pas oublier les textes fondamentaux. Ilyusha montre bien que la malfaisance des riches, d'où dérive la nécessité et la fatalité de la révolution, devient irrémédiable par l'impuissance du père. Par cette impuissance, les riches détruisent l'enfant Ilyusha avant qu'il ait pu naître en quelque sorte. C'est cela le tort absolu qui engendre l'atonie. Donc, il faut faire le chapitre sur le père, avec chômage, désespoir, les riches vautrés dans leur suffisance, l'humiliation, l'abaissement de la condition humaine, et voilà presque des idées. Excellent chapitre, le père. Voilà. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie toutes et tous. C'était un peu laborieux ce Twitch. Il y avait cette question de son. Merci à Poussin Tortue, merci à Laura pour cette modération. Et puis, je vous retrouve bientôt, mardi, normalement. J'espère que cette ligne que vous voyez là va s'en aller. On va essayer de trouver pourquoi elle vient depuis que je suis maintenant dans la galerie. Est-ce que c'est une ligne de fuite? Est-ce que c'est... Voilà. Et puis, je vous souhaite une belle semaine. Voilà, de belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez envie de lire, etc. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Salut!